Être une entreprise dans les normes, c'est une bonne réputation. C'est possible d'avoir 0 redressement fiscal. Dès que tu crées quelque chose, dès que tu génères un revenu, il y a une part de l'État dedans. La fiscalité préserve ton entreprise. Pourquoi ? Bonjour à tous et bienvenue sur Ouch. Fiscalité, chef d'entreprise, État, gouvernement. Pour nous, les chefs d'entreprise, on a peur. En général, on a vraiment peur du fisc. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une personne. Elle s'appelle Nantsuna Rakudzanan et on va parler avec elle comment éviter de perdre jusqu'à 30 milliards à 40 milliards d'ariars à Madagascar et avoir une autre approche de la fiscalité. Bienvenue sur Ouch à Nantsuna. On a envie d'en apprendre plus sur ça. Bonjour, effectivement, merci de m'avoir reçu déjà. Et c'est un honneur, c'est aussi un plaisir d'être avec vous. Merci Nantsuna. Écoute, moi quand on me parle de fiscalité, en étant chef d'entreprise, ça me fait peur. Et j'imagine que la plupart des Malgaches ont peur de la fiscalité, que ce soit des simples contribuables, des simples personnes, que ce soit des entrepreneurs. Parce qu'en général, on paie beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu promets à nos auditeurs et à nos spectateurs? Après, pourquoi est-ce qu'ils devraient écouter ton émission aujourd'hui? Promettre, c'est un grand mot, un bien grand mot. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, il y a cette peur. Et ce n'est pas seulement toi, c'est, comme tu viens de le dire, tous les Malagasy. Cette peur, c'est culturel. Ça vient de la colonisation. Durant la colonisation, il y avait les smotigs, les chaisanda. Et les gens qui ne payent pas les impôts durant la colonisation, qui ne faisaient pas le smotig, ils étaient emprisonnés. Ils étaient même fusillés. Et c'est dans l'inconscience populaire malagasy, le fait de payer des impôts, le fait de ne pas payer ce qui est dû à l'État, fait que on en a peur. La deuxième chose, c'est que souvent, lorsque j'en parle à mes élèves, parce que des fois j'enseigne, c'est l'erreur que nous faisons, c'est de ne pas connaître ce que c'est un impôt. Par exemple, dans le système anglophone, aux États-Unis, en Angleterre, dès le plus jeune âge, on apprend aux enfants ce que c'est un impôt, ce que c'est contribuer pour son État. Et aux États-Unis, moi je te dis tout de suite, c'est normal pour un citoyen américain de payer 45% d'impôts. C'est normal, il n'y a pas de souci. Alors que nous, à Madagascar, le taux le plus bas est de 5% de ce qu'on gagne. Mais ça fait mal de sortir ça. Pourquoi ? Parce qu'on nous a pas appris pourquoi on paie l'impôt. On nous a pas appris cette éducation fiscale. Alors, dis-moi Nantsuna, pourquoi les gens devraient voir cette émission aujourd'hui? J'espère que, au bout de cette émission, les personnes qui la verront aborderont la fiscalité, les impôts et tout ce qui est autour d'une autre façon et d'une autre manière. Tu es Nantsuna Rakudzanan et tu es fiscaliste. Encore une fois, moi, ce que j'entends par fiscaliste, c'est tu es avec l'État pour la fiscalité, par rapport aux impôts. Mais peut-être que je me trompe. Donc j'aimerais comprendre qui tu es et comment tu es arrivé à ça. Est-ce que tu peux te présenter d'abord? Nantsuna Rakudzanan, c'est une maman de 3 enfants, 3 grands-enfants, ça ne me rajeunit pas. Épouse, bien sûr, mais c'est une femme passionnée. J'ai créé un Air Consult par passion. C'est une femme entêtée. Un Air Consult, c'est ta société? Oui. Entêtée parce que lorsque j'ai une idée fixe dans ma tête, il faut que je la réalise. C'est aussi une femme qui aime partager. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis venue te voir. C'est pour pouvoir partager ce que je pense. Et quand est-ce que tu es tombée dans cette fiscalité? Parce que voilà, tu te définis donc comme fiscaliste. Quel est ton parcours et comment tu es arrivée aujourd'hui donc à être la femme entrepreneuse que tu es? Quand j'étais petite, en voyant les plaques d'immatriculation dans la voiture de mon père, j'avais cette habitude-là d'additionner, de multiplier, de soustraire, de faire des calculs sur les plaques d'immatriculation. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'étais passionnée par les chiffres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai embrassé la comptabilité dans mes études. Mais comme tu l'entends, j'aime discuter,
j'aime analyser, j'aime comprendre. Je suis une femme très, très, très curieuse. J'aime comprendre pourquoi c'est comme ça. J'aime comprendre pourquoi on va vers ce chemin-là. J'étais dans la comptabilité durant 15 ans, mais ça ne me passionnait plus. Quand tu dis que tu étais dans la comptabilité, c'est quoi? Je commençais à être comptable, j'ai fini directeur administratif et financier d'une boîte. Finance contrôleur plutôt, d'une des plus grandes entreprises à Madagascar, la logistique pétrolière. Et ça me passionnait plus parce que dans ma tête, c'était pas ça que je voulais. C'était devenu routinier. Donc, je me suis demandé, qu'est-ce que je vais faire? On m'a proposé une poste dans un cabinet fiscal. Ça, c'était en quelle année, ça? C'était en 2011. J'ai rejoint ce cabinet fiscal. C'est là que j'ai découvert ce que c'est un conseiller juridique et fiscal. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et là, je me suis dit, tiens, c'est ce qui me définit en fait. La passion des chiffres, analyser les chiffres, analyser les logiques, analyser les textes juridiques, discuter, convaincre. C'est tout ce qui me passionne. Et tu retrouves tout ça dans la fiscalité. Et c'était à partir de là, par concours de circonstances, on va dire, mais aussi par passion surtout, que j'ai créé un Airconsult. Donc tu as créé un Airconsult en 2011, c'est ça? Après avoir passé chez... Oui, dans ce cabinet fiscal-là. J'étais même dans le cabinet fiscal qu'on m'a contacté pour créer une entreprise. C'est pour ça que je te dis, c'est un concours de circonstances, parce qu'on m'a contacté pour être l'associé de quelqu'un et de créer une entreprise dans le domaine fiscalité et comptabilité. Comment ça s'est passé, le fait de passer du salariat donc à l'entrepreneuriat? Heureusement que j'avais un mari formidable. Je rigole, mais sincèrement, heureusement qu'il y avait le support des miens. J'avais aucune visibilité devant moi. J'avais seulement 2 contrats pour me lancer dans cette aventure. Ça, c'était à partir de quelle année, ça? À partir de 2012. 2012. J'avais seulement 2 contrats et une idée, c'est de faire la commercialisation en France. Parce qu'en fait, les 2 contrats que j'avais, c'était une externalisation fiscale en France. Et je me suis dit, je vais contacter les cabinets français pour pouvoir faire de l'externalisation fiscale à Madagascar. Comment tu t'es spécialisé dans la fiscalité? Je résume un peu ma suite logique dans ma tête. Hein. Tu as été donc de formation comptable, LPSA, tu t'es mis à ton compte, et c'est quel genre de service que tu proposais aux entreprises? Tu voulais faire de l'externalisation, c'est ça? Et c'est quoi exactement? En fait, l'externalisation fiscale, c'est faire les déclarations fiscales des Français, des entreprises françaises, à notre niveau. Okay. Et ça, c'est plutôt les experts comptables français qui le font, normalement. Mais eux, ils externalisent chez nous, ils nous payent pour faire ces déclarations-là, et après, ils valident à leur niveau. C'était très enrichissant pour moi et mon équipe parce que ça nous permettait de voir comment ça fonctionne en France. À Madagascar, j'avais très peu de clients. En 2012, j'avais 2-3 clients. Ce sont les clients qui me connaissent vraiment, dont un, malheureusement, il est déjà parti, Monsieur Malch, de la Somaco. C'est le premier qui m'a fait confiance lorsque j'ai monté ma boîte. Je vais dire 99% de notre chiffre d'affaires, c'était l'externalisation fiscale française. Donc, on a travaillé comme ça pendant à peu près 3 ans avec les 2 clients locaux et une dizaine de cabinets fiscaux et aussi expertise comptable français. On a travaillé à peu près comme ça pendant 3 ans. Et puis, du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Pour x, y raison, tout s'est arrêté. Ma mère m'a engueulé, m'a dit « Arrête de vouloir faire quelque chose en France. Travaille à Madagascar. » Pourquoi ça s'est arrêté? Notamment, c'était quoi le plus c'est pas un problème venant de nous. Déjà, les experts comptables malgaches ont fait des lobbying au niveau des experts comptables français en disant il faut pas travailler avec les non-experts comptables.
On m'a même convoqué, le président de l'ordre des experts comptables malgaches m'a même convoqué dans son bureau pour me dire tu arrêtes. Parce que fiscaliste et expertise comptable, c'est totalement deux mondes différents, alors c'est ça? Oui, pour être fiscaliste, tout le monde peut être fiscaliste à partir du moment où tu as la compétence. Mais être expert comptable, c'est avoir un diplôme d'abord, et après tu peux exercer cette profession. Et pour nos chers experts comptables malgaches, dès qu'on touche des comptes, on ne peut pas le faire. Donc j'ai dû arrêter. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, un de mes principaux clients a eu des problèmes personnels et donc il a arrêté aussi. Donc tout s'est arrêté du jour au lendemain. Je voulais refaire la même démarche que de 2013. Je suis même partie là-bas. Je n'ai eu aucun client, aucun. En arrivant à Madagascar, je me suis fait engueuler par ma mère en disant « Mais pourquoi tu cherches là-bas ? Madagascar est assez vaste. Le monde des affaires à Madagascar a besoin de toi. » À partir de là, je me suis dit « Ok, donc il faut que je reste à Madagascar. Il y a tout à faire ici. » D'autant plus que les cabinets fiscaux qui existent à Madagascar, ils étaient dans les 5-6 en ce moment-là. Bon, je vais chercher ma place. Tu disais justement qu'il y avait une dizaine de cabinets fiscaux à Madagascar. Vous êtes une dizaine à le faire, et dans notamment que de femmes. Que deux femmes. Deux femmes pour tout Madagascar. Et pourquoi ça? Le monde fiscal est un monde d'hommes. Et d'ailleurs, si tu le remarques, lorsque tu vas dans un centre fiscal, les femmes, ce sont plutôt les secrétaires, les agents ou contrôleurs. Mais les inspecteurs des impôts, si tu as 10 inspecteurs des impôts dans un centre fiscal, tu en trouveras une, deux, pareil. Et c'est pour quelle raison? Parce que le métier de fiscaliste, c'est un métier de chiffres, je pense. Et nous, les femmes, on n'aime pas tellement les chiffres, je pense. C'est assez complexe. Ça nécessite la mise à jour intellectuelle, technique, tout moment. Il faut que tu sois passionné, quoi. Oui. Ben, toi, tu es passionné par les chiffres, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Tu en es là aujourd'hui. Oui. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que la fiscalité n'est pas figée. C'est pas qu'aujourd'hui tu apprends la fiscalité et dans un an ou dans 2 ans, dans un an même, tu t'arrêtes et tu te dis je connais tout. C'est pas ça. Est-ce que le fait que tu sois fiscaliste suppose aussi également que tu as été formé dans une institution publique, à l'ENAM ou ailleurs, où tu peux le faire même sans avoir le diplôme, quand tu le dis? Être fiscaliste à Madagascar, c'est... Et d'ailleurs, je pense à une personne en particulier, mon mentor, comme je t'ai dit, c'est d'avoir les capacités de le faire, les capacités techniques de le faire. Je suis une ISCAIenne. J'ai eu mon master en contrôle, comptabilité, audit. De l'INSCAE? De l'INSCAE, oui. Mais en même temps, d'ailleurs, je souris parce que c'est le leitmotiv de mon père, toujours apprendre. C'est la seule richesse que les gens ne peuvent pas te voler. Durant toute ma carrière, depuis 1993 que j'ai commencé à travailler, ça ne me rajeunit pas, j'ai toujours essayé d'apprendre. Et même dernièrement, j'ai eu mon diplôme HEC en stratégie. Donc, c'est ce que je voulais te dire, c'est toujours être fiscaliste, c'est pas se contenter de son diplôme. C'est pas possible. Tu dois tout le temps apprendre et tout le temps te mettre à niveau et au courant de tout ce qui se passe à Madagascar et dans le monde. Et donc concrètement, parlant de fiscalité, moi, ce que j'ai compris de la fiscalité, encore une fois, c'est que je vais perdre de l'argent. Tout simplement, je vais payer de l'argent à l'État. Comment je dois approcher cette fiscalité-là? Quelle est la bonne méthodologie que je devrais faire? Ou tout simplement, comment tu expliques la fiscalité à un jeune? Les impôts, c'est une contribution que tu fais pour que ton État se développe. C'est-à-dire que, je te prends un exemple, et là, c'est dans un monde vraiment idéal. Tu payes et tu sais que la route à côté va être réparée. Ça, c'est dans le monde idéal. Maintenant,
Tu vas me dire à Madagascar, ça marche pas comme ça. Ben justement, ça marche pas comme ça. Tu paies, mais rien ne se fait. Oui, parce que c'est un cercle vicieux. Je vais te poser une question que tu n'as pas à répondre. En ton âme et conscience, est-ce que tu estimes que tu payes ce qu'il faut payer? Ne réponds pas. Je ne te force pas à répondre. Parce que je suis convaincue, et c'est une conviction intime, que si tous les Malagasy, toutes les entreprises qu'il y a à Madagascar paient ce qu'il faut, on pourra faire une pression énorme de redevabilité à nos gouvernants. Je te prends un exemple, vraiment une anecdote que j'avais vécue dans le Nord. On a fait une formalisation en ce temps-là, c'était 3000 personnes. Dans la formalisation, on éduque les gens, pourquoi on paie l'impôt, où est-ce qu'on paie l'impôt et tout ça. On leur donne leur carte fiscale, ce sont des planteurs de vanille. Et après, on leur dit qu'est-ce qui va se passer de l'argent qu'ils vont payer à l'État. Une moitié aux régions et une moitié à la commune. Ces planteurs de vanille-là ont osé demander au maire où est notre argent. Il faut faire l'école publique primaire, il faut faire la route là, il faut faire l'hôpital là, il faut faire le CSP2 là. Ils ont osé, et c'est cette force-là qu'il faut avoir. Mais pourquoi on ne le fait pas, nous? Si tu t'estimes avoir payé ce qu'il faut, et qu'on est nombreux à payer ce qu'il faut, moi, je pense et je suis convaincue qu'on pourrait taper sur la table. Pourquoi telle route est encore dans cet état? Donc, comment faire alors? Comment faire? J'ai envie de te dire, bouge. Comme les planteurs dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ils ont exigé de leur maire. Parce que lorsqu'on a fait la sensibilisation fiscale, on leur a dit, vos impôts vont aller à la région pour le développement de la région et à la commune pour le développement de votre commune. Et on a fait la formation des maires, la gestion du budget, comment débloquer un budget, de quoi il faut faire attention lorsqu'on gère un budget communal, tout ça. On a pu transmettre à ces planteurs cette demande de redevabilité. Parce qu'on les a enseignés à quoi servent leurs impôts. Et j'ai envie de te dire, fais comme ces planteurs-là. Mais tu ne peux pas bouger si tu es tout seul. Donc au final, l'impôt sert tout simplement à aider l'État à travailler pour nous, à nous aider à nous-mêmes. Donc dans un monde idéal, si tout le monde payait et que l'État, en contrepartie, jouait le jeu également, ce serait bien. Oui, c'est le monde idéal. Mais n'importe où, il y a seulement un seul pays que je connais qui fonctionne comme ça, la Norvège. Mais même en France, mais même aux États-Unis, mais même en Afrique, surtout. Partout, il y a des fraudes fiscales. Et d'ailleurs, le ministre des Finances l'a dit, à Madagascar, les fraudes fiscales sont très importantes. Il veut lutter contre ça. C'est quoi les fraudes fiscales? Il y a deux sortes de fraudes. Les fraudes intentionnelles, c'est là où tu caches tes chiffres d'affaires pour ne pas payer la TVA. C'est là où tu emploies des gens au black. Ça, ce sont les fraudes intentionnelles. Mais la plupart, d'ailleurs, c'est vraiment ce que je ressens à travers mes clients. La plupart, c'est la méconnaissance de la loi fiscale. Nos clients, nos prospects nous demandent souvent, apprenez-nous comment calculer la TVA. C'est cette méconnaissance-là qui fait qu'il y a fraude. Mais ce n'est pas une fraude intentionnelle. Donc on appelle toujours ça fraude, même quand tu ne le fais pas de manière intentionnelle. Oui, parce que pour le fisc, c'est une fraude. C'est pas une erreur, c'est une fraude fiscale pour le fisc. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu l'administration fiscale malagasy admettre une erreur. Malheureusement, hein. Mais il y a même des entreprises que je représente. Lorsqu'on reconnaît nos erreurs, c'est toujours une fraude. Et on fait toujours un redressement. D'accord. Donc au lieu d'être plus clément, il devient de plus en plus agressif. Tu auras toujours un redressement dessus. C'est mon expérience personnelle.
Donc à partir de maintenant, tout ce que tu fais quand tu es en erreur, ça s'appelle une fraude fiscale. Ok. C'est pas moi qui le dis. Mhm. C'est la réalité, en fait, à Madagascar. Par exemple, lorsque je suis intervenue dans des dossiers en France ou ailleurs, lorsque tu reconnais tes erreurs et tu démontres ta bonne foi, l'administration fiscale peut être clémente. Si on revient à la fiscalité, c'est que pourquoi on paie les impôts? Je t'avais dit tout à l'heure que c'est la contribution, c'est ta contribution à l'État pour que ton État se développe. À Madagascar particulièrement, la majorité du coût de fonctionnement de l'État malgache vient de nos PTF, la Banque mondiale, le FMI. Pourquoi? Des bailleurs de Parce fonds. que, oui, des bailleurs de fonds. Parce que le taux de pression fiscale à Madagascar est très bas. Maintenant, est-ce que tu es convaincu, toi, que Madagascar doit se développer? Définitivement. Sinon, on ne serait Donc, pas là. paie tes impôts. Mhm. Paie tes impôts. C'est ça. Parce que si chacun contribue, Madagascar se développera. Oui, mais si le gouvernement joue le jeu, si l'argent qu'on a payé va vraiment vers les destinataires, les choses qui ne s'étaient pas faites avant. Je te dis oui, certes, mais c'est là où tu as ton rôle de demandeur de redevabilité, à ton niveau. Tu sais, c'est bien beau de payer et après ne plus s'occuper de rien. Mais tu as le droit, tu as un droit. Tu as des obligations, mais tu as un droit. Pourquoi tu n'exerces pas ce droit? Tout simplement, je pense que la voix des entrepreneurs est faible par rapport à, en tout cas, ça dépend. Quelquefois, les entrepreneurs n'arrivent pas à faire passer ce message-là, n'arrivent pas à mettre assez de pression entrepreneuriale. Et je pense que ça sert à ça, déjà, les groupements qui travaillent d'arrache-pied à faire passer cette voix-là. Voilà. Il y a 2 semaines, 2 semaines, le GEN a claqué la porte au dialogue public et privé. Alors que c'est l'acteur principal de ces DPP-là. Il y a le FIFPAMA, il y a le FOI, l'entrepreneur féminin de l'océan Indien. Il y a tous ces groupements-là qui peuvent taper sur la table. Et pourquoi ils le font pas? s'ils le font, il y a le GFP qui vient de taper aussi sur la table en disant « Donnez-nous notre TVA ». Durant le dialogue public-privé de l'année dernière avec la DGI, les groupements ont demandé à ce que la garantie fiscale pour le sursis de paiement soit diminuée à 10%, même à 5%. C'est quoi exactement? Comment ça se passe? L'État convoque, à travers le DBM, les groupements, les grands groupements qui existent à Madagascar. Et chaque année, lorsqu'ils préparent la loi de finances, on échange sur ce qui devrait être enlevé, ajouté, quelles sont les demandes de ces groupements-là, des entreprises de ces groupements-là, pour améliorer la loi fiscale. Et ça s'est fait maintenant depuis 10 ans par là. Et pour l'année dernière, c'était avant les soulèvements populaires, il y avait une demande des groupements comme quoi, lorsqu'ils demandent un sursis de paiement dans le cadre d'un contrôle fiscal, doivent fournir une garantie. Et auparavant, ces garanties-là, c'était 50% du montant. Et après, c'est devenu 25% du montant, mais qu'il faut payer à la caisse de dépôt et de consignation. On a demandé, attendez, c'est trop d'argent pour les entreprises, parce que un redressement sur contrôle fiscal peut aller dans des milliards. Un exemple, si tu as un redressement de 2 milliards, tu dois donc payer 500 millions en espèces sonnantes et trébuchantes, c'est-à-dire vraiment réelles, mais plus garantie bancaire. Il faut que tu paies ça dans la caisse de dépôt et consignation. Donc à condition que tu aies déjà de cet argent-là, oui, alors. justement, les entreprises ne l'ont pas. Parce que tu ne peux pas bloquer 500 millions d'arrière comme ça, jusqu'à la fin de la procédure. Et là, on a demandé à la DGI, dans ce temps-là, de diminuer à 10%, ou de revenir à l'ancienne procédure comme étant une garantie bancaire, parce que dans l'ancienne procédure, c'était une garantie bancaire. Donc, tu vas aux banques, tu vas demander « garantissez-moi ça », et les banques te donnent des garanties. Et là,
ce sont les voix de tous ces groupements-là qui ont fait que la loi a changé. Tu vois? Donc, c'est pour ça que je te dis, il y a toujours des moyens pour se faire entendre. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il faut parler, il faut rejoindre des groupements d'entreprises pour pouvoir faire passer ce message-là jusqu'au gouvernement. Et là, on peut contribuer à faire avancer Madagascar. Mais maintenant, concrètement, si je suis un jeune entrepreneur, je commence tout juste mon activité, j'essaie de faire tourner la boîte, j'essaie de faire tourner la production. Et là, malheureusement, j'ai un autre challenge aussi, la fiscalité. Donc, est-ce que ce n'est pas un autre challenge pour les entrepreneurs, le fait que cette fiscalité-là soit là? Et est-ce que aussi, ce n'est pas la raison pour laquelle beaucoup sont passés à l'informel? Auparavant, c'était il y a 15-20 ans par là, on avait un avantage fiscal, je vais dire, sur les nouvelles entreprises qui ne paient pas l'impôt pendant 2-3 ans. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? La DGI a supprimé cet avantage fiscal pour la simple et bonne raison que, comme tout Malagasy qui se respecte, on s'engouffre toujours dans une brèche. Je monte ma boîte pour 2-3 ans, je ferme et je monte une autre boîte pour ne pas payer d'impôts. De bonne guerre, je vais dire. Mais il y a aussi le fait que on ne nous enseigne pas ce que c'est l'impôt, ce que c'est la fiscalité. Il n'y a pas d'éducation fiscale à Madagascar. Il n'y en a aucune. Même si tu vas à l'ISCAE, même si tu vas dans les grandes écoles, les profs qui viennent t'enseigner la fiscalité, ils te lisent le CGI et le Code général des impôts et basta. Donc, on ne nous explique pas pourquoi payer l'impôt. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que tu crées quelque chose, dès que tu génères un revenu, il y a une part de l'État dedans. OK? Ça, c'est la base. À partir du moment où tu comprends ce process, tu sais déjà qu'il y a la fiscalité que tu dois appliquer. Et la fiscalité préserve ton entreprise. Pourquoi? Si tu maîtrises ta fiscalité, tu maîtriseras ton contrôle fiscal. Donc, tu sauveras ta trésorerie. Tu ne paieras pas d'amende. En redressement fiscal, tu auras 0. C'est possible, hein? C'est possible d'avoir 0 en redressement fiscal. Tu es crédible au niveau de tes partenaires financiers. Tu es crédible au niveau de tes salariés. Être une entreprise dans les normes, c'est une bonne réputation. Qu'est-ce que tu vas dire donc à ces milliers d'informels qui sont à Péorirk ou bien qui sont en ville pour qu'ils passent dans ce côté être en règle vis-à-vis de la fiscalité? Premièrement, quoi que vous fassiez, l'informalité, je vais dire d'ici 10 ans, ne pourra plus exister. Tu vois le programme de l'État sur l'INU, identification numérique unique, là. À travers ça, l'État a un outil très puissant pour détecter les activités. Je ne parle pas au nom de l'État, mais c'est mon avis, c'est mon analyse. Une deuxième chose, c'est que l'informalité ne te permet pas de te développer. Et pour pouvoir se développer, une entreprise, même si elle est informelle, doit faire des affaires avec les entreprises formelles. Tu dois voir ta carte fiscale, donc tu dois basculer dans la formalité. Et c'est ça, la base. Pour se développer, une entreprise doit être formelle. Et pour être pérenne, une entreprise doit suivre les lois fiscales, doit maîtriser la fiscalité. Quand est-ce qu'il y a un contrôle fiscal et comment ça se passe? Auparavant, je vais dire il y a 10 ans, c'était telle entreprise je veux contrôler, telle entreprise je veux contrôler. Mais depuis quelque temps, c'est basé sur la data analyse, les analyses de risque de chaque contribuable. À partir de ces analyses-là, peut être déclenché un contrôle fiscal sur pièce ou un contrôle fiscal sur place. Un contrôle fiscal sur pièce, ça se passe dans le bureau de l'inspecteur. Il prend tes dossiers, il prend ce qu'a déclaré les tiers en ton nom. Tes fournisseurs, tes clients, tes salariés, tout ce qui fait affaire avec toi. Il match les deux et il te sort ce qu'on appelle une demande d'éclaircissement. Tu réponds à cette demande d'éclaircissement. S'il y a quelque chose qui n'est pas expliqué, qui n'est pas justifié, il te sort ce qu'on appelle une notification primaire.
Là, tu as 30 jours pour y répondre. Et maintenant, depuis cette année, l'administration fiscale a l'obligation de te répondre et de sortir la notification définitive, c'est-à-dire la clôture de ton redressement fiscal au bout de 90 jours, au bout de 3 mois. Donc, à partir du moment où ils viennent... Si le dossier n'est pas clos, ils doivent t'envoyer une lettre, t'informer qu'ils veulent faire encore une analyse et ils ont un nouveau délai de 90 jours. Donc, à peu près, tu as 6 mois pour gérer un contrôle fiscal maintenant. Alors qu'auparavant, un client a été notifié en notification primaire 2024 et j'ai eu la notification définitive en 2026. Maintenant, ce laps de temps-là étant en 6 mois. Et qu'est-ce que l'entreprise doit faire donc entre cette première notification et la dernière? Durant 30 jours après la notification primaire, tu dois répondre. Et ça, c'est très important, hein, parce que ce délai-là, c'est un délai légal. À partir du moment où tu dépasses les 30 jours, bye bye, c'est comme si tu as accepté la notification primaire. Donc tu dois payer. Donc je me pose une question toute bête. Si je suis un informel, je n'ai pas à avoir à faire face à tout ça. Oui, mais comme je t'ai dit, tu ne peux pas te développer. Tu ne peux pas te développer, tu as une certaine limite. Oui. Tu as toujours un plafond de verre au-dessus de toi. Donc c'est quoi le choix? Si je veux contribuer à mon pays, oui, je vais devoir aller vers le formel. Si tu veux te développer d'abord. Et si je veux surtout me développer. Et c'est à partir de quelle taille qu'une entreprise doit se formaliser? Moi, je te dirais depuis le début. À n'importe quelle taille, alors, de chiffre d'affaires. Dès que tu penses faire des affaires, je te dirais depuis le début. Pourquoi? Parce que l'administration fiscale a la possibilité de détecter dans ton compte bancaire si tu as de l'argent qui rentre tout le temps. On le vit chaque jour, hein, même un citoyen lambda. Dès que tu verses personnellement dans ton compte bancaire plus de 10 millions d'arrière, je crois, on te fait remplir un formulaire long comme un bras. Et je vais rajouter, le Premier ministre a dit qu'il va lutter contre le blanchiment d'argent. Et tout ça fait que les comptes bancaires, que ce soit des personnes ou des sociétés, vont être scrutés à la loupe. C'est quoi le blanchiment d'argent? Le blanchiment d'argent, je ne suis pas spécialiste. Mais d'après ce que je comprends, c'est de l'argent sale que tu injectes dans l'économie formelle pour que ça devienne de l'argent propre. L'argent sale, c'est quoi? L'argent venant des terroristes, l'argent venant des drogues et tout ça, que tu injectes dans l'économie formelle à travers les banques, à travers tout ce qui est mobile monnaie, à travers tout le mécanisme financier qu'a un pays, et que ça devient de l'argent propre, on va dire, c'est-à-dire un argent traçable. C'est là qu'on a besoin d'un fiscaliste, parce qu'au final, on a envie d'éviter la fraude fiscale, qui vient pas forcément de nous, et surtout d'éviter de devoir payer quelque chose qu'on pourrait utiliser à faire développer son entreprise. Au lieu de payer, donc, du SAG. On appelle ça du SAG, on va le cacher. Moi, je n'aime pas trop le mot fiscaliste, en fait. Okay. C'est un conseiller fiscal. Dans ce groupe de mots, il y a conseiller. Un conseiller fiscal, ça sert à quoi exactement? Ça sert à te guider stratégiquement. C'est pas seulement te dire paye ça, paye ça, paye ça. Et dans la vie de tous les jours de ton entreprise, tu as besoin d'un conseiller fiscal. C'est quoi la différence entre conseiller fiscal et avoir un RAF, avoir un DAF et avoir un expert comptable? Tout ce beau monde-là que tu viens de citer peuvent être noyés dans les chiffres, peuvent être noyés dans les stratégies financières, peuvent être noyés dans la gestion quotidienne financière de l'entreprise. Mais un conseiller fiscal, c'est vraiment celui qui analyse ta décision d'investissement, ta décision de recrutement, ta décision de commercialisation. Parce que n'oublie pas, la fiscalité embrasse tout le process de ton entreprise. Et est-ce que tu as des anecdotes qui t'a marqué vraiment dans cet exercice de ton métier là, des moments où, par exemple, les efforts, les prestations que vous avez faites ont permis de faire économiser beaucoup d'argent? Si tu me permets, je vais t'en parler de deux façons. Via l'État et via le client, via les inspecteurs et via le client. Je vais me faire incendier et j'en parle parce que c'est une très grande fierté pour nous, pour notre cabinet.
Récemment, on a un contrôle fiscal sur place, une vérification de la comptabilité d'une société qu'on représente. C'est passé. Tout s'est bien passé, hein. Des inspecteurs sont venus dans le bureau de la boîte. Ils ont passé au crible tout ce qu'il y a et ils ont sorti la notification primaire. 2 milliards d'arrière et plus. Il y a 1 milliard d'arrière sur l'impôt sur le revenu et 1 milliard d'arrière sur la TVA. Maintenant, il faut justifier. Quelles sont nos justifications? On a travaillé, on a vraiment challengé nos compétences techniques. Parce que ce qu'il faut savoir, c'était une succursale, ce qui est un peu différent d'une société de droit malgache. Donc, il y a des subtilités que tu dois développer dans l'histoire. On a amené nos argumentations, on a parlé, on a dialogué, on a essayé de convaincre l'inspecteur qui était en face de nous, les inspecteurs qui étaient en face de nous, parce que c'était une vérification sur place. Et notre fierté, c'est que au mois de juin, on a reçu la notification définitive à 0. Grâce justement au dossier qu'on a mis en place, au justificatif qu'on a mis en place, au dialogue qu'on a mis en place. Sans tout ça, on n'aurait pas eu la notification à 0. Maintenant, du côté de l'État, comme je t'avais dit tout à l'heure, on a fait jusqu'à aujourd'hui 16 000 formalisations, c'est-à-dire 16 000 personnes amenées dans le monde formel. Ma plus grande fierté, c'est que lorsque tu vas dans la Sava, tu trouveras une EPP flambant neuve, tu trouveras un centre de santé de base, tu trouveras des routes pavées. Parce que le fait qu'on ait apporté ces gens-là dans le monde formel, qu'ils ont pu payer les impôts, et ça, c'est une fierté pour nous. Parce qu'en fait, toute l'éducation fiscale qu'on a su distiller à ces planteurs, toute la sensibilisation fiscale qu'on a su leur donner, a porté des fruits concrets. Qu'est-ce que tu dirais donc à l'entrepreneur qui hésite à prendre un fiscaliste, à travailler avec un fiscaliste? Souvent, ça c'est typiquement malagasy, on appelle un conseil fiscal lorsqu'on se casse la gueule. Excuse-moi le terme. Pourquoi? Parce que c'est là où on se souvient, j'ai entendu parler d'un conseil fiscal. Alors qu'un conseil fiscal, c'est au début. Je t'avais parlé tout à l'heure. C'est au début. C'est au début de l'entreprise. De l'entreprise. Et un conseil fiscal, certes, à Madagascar, un conseil fiscal, c'est cher. Je ne te dis pas non. C'est combien, justement, un conseil fiscal? Ça dépend de chaque cabinet, mais je vais te donner une fourchette. Ça peut être à 500 000 arrière jour homme, jusqu'à des millions, 5 millions d'arrière jour. Parce que comment ça fonctionne? Ça peut être en jour homme, ça peut être en taux horaire. En jour homme, ça veut dire que tu vas envoyer un agent qui va aller travailler sur le dossier pendant une journée pour vérifier si tout est correct. La particularité de NR Consult, c'est de vouloir s'adapter aux clients. Donc, dans notre portefeuille clientèle, il y a des très petites entreprises jusqu'aux plus grands groupes. Donc, c'est à nous de nous adapter tant au budget qu'à la structure de l'entreprise qui est en face de nous. Et si j'ai un conseil à un jeune entrepreneur, être dans les normes, c'est pas un jouet. C'est pas une contrainte. C'est être pérenne. Maintenant, parle-moi un petit peu de la formalisation. C'est quelle démarche et comment je m'y prends concrètement? Avant de te parler de la formalisation, je vais te parler de notre convention avec la DGI. Comme je t'avais déjà dit, on a déjà formalisé à peu près 16 000 personnes actuellement. Ça a commencé depuis 2018. On a formalisé 16 000 personnes. Ça consiste à quoi? Ça consiste à amener ces personnes-là dans le monde formel. Et ce sont les sociétés exportatrices qui travaillent avec les planteurs de vanille qui nous ont demandé, écoute Natsune, on a un souci. Chaque fois qu'on achète auprès des planteurs qui sont illettrés, qui ne savent même pas où aller, chaque fois qu'on fait des affaires avec ces gens-là, on doit faire des affaires avec ces gens-là, et chaque fois qu'on fait des achats auprès d'eux, notre surcoût fiscal devient de 20%. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là où est née l'idée de la formalisation en masse. Cette formalisation en masse a été transformée en convention avec la DGI en avril, convention NR Consult et DGI. Pour nous, la DGI, la Direction Générale des Impôts, c'est un partenaire. Souvent, les gens perçoivent la DGI comme Bip Fap Tawuran. Mais non,
Pour nous, la DGI, c'est un partenaire. Un partenaire dans le sens où ce n'est pas en adversité, ce n'est pas un combat qu'on mène contre eux. C'est au contraire, vouloir développer un pays, c'est vouloir être partenaire avec ceux qui travaillent pour notre pays. Et c'est cette image-là qu'on voudrait qu'on ait de nous, NR Consult. Maintenant, la convention est là. En quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'il y a dans la convention? La convention nous permet déjà, d'avoir un canal pour la formalisation, c'est-à-dire faire entrer en masse. Mais en plus de tout ça, sans empiéter à la prérogative régalienne de la DGI, tu es protégé. C'est compris dans notre convention. Parce que les achats effectués dans le cadre de la formalisation sont réputés tracés. Qu'est-ce que ça veut dire? Tes achats sont sécurisés. Demain, tu as un contrôle fiscal. Tu montres que tu as fait la formalisation. Tu as le numéro de la carte fiscale de ces personnes-là. Tu démontres que c'est régulier. C'est dans les deux sens, oui. Que ce soit la grande entreprise ou que ce soit la petite entreprise. Les petites entreprises qui travaillent avec cette grande Maintenant, entreprise. Le hic, c'est que ce sont des gens qui ne connaissent rien à la fiscalité. Et nous, on les accompagne. À travers déjà, lors de la formalisation, on fait leur éducation fiscale, on leur montre comment on déclare les impôts, comment on fait tout ça et tout ça. Mais, on ne les laisse pas seuls. On les accompagne. C'est-à-dire que si demain ils ont un contrôle fiscal, on est là à côté d'eux. Est-ce que ça veut pas dire, tout simplement, que l'État est en train de sous-traiter, donc, à travers un cabinet privé, la formalisation de plusieurs personnes? Non. Non, parce qu'attention, l'État a mis en place une plateforme, justement pour la formalisation. Je te prends l'exemple de ceux qui font appel à nous. Tu as une entreprise qui travaille avec les planteurs. OK? Tu as deux choix. Tu appelles NR Consult pour traiter tout l'ensemble avec la valeur ajoutée de NR Consult. C'est-à-dire, quoi exactement et concrètement? Tu appelles NR Consult, tu dis, voilà mes 10 000 planteurs, tu signes seulement le chèque et tu croises les doigts. Et NR Consult fait tout le process. L'injection au niveau du CIF, la récupération des cartes fiscales, sécuriser ce que tu payes, parce que à travers la convention de NR Consult, tu payes seulement 16 milliards pour acompte IS, alors que si tu le fais toi-même, c'est selon les centres fiscaux et les procédures des centres fiscaux. Faire les déclarations de tes planteurs, tu es assuré que tes planteurs sont réguliers. Ça, c'est avec NR Consult. Mais attention, tu as dit tout à l'heure, est-ce que la DGI sous-traite avec nous? Non, c'est pas la DGI qui fait appel à nous, ce sont les sociétés. Et la DGI a mis en place une plateforme. Moi, par exemple, je réfléchis aux centres d'appel et à tous ces offshore, des sociétés qui travaillent dans l'offshore. Il y avait eu un fait où, au lieu d'avoir des salariés, ils travaillent avec beaucoup de consultants, avec des prestataires. Et donc, ces prestataires-là ont une carte. J'imagine c'est à peu près le même type que le fait de travailler avec plusieurs planteurs. Tu es en train de me dire que, avec 16 milliards, ce que tu as mis en place déjà avec les sociétés avec lesquelles tu as travaillé auparavant, c'est possible de faire passer en prestataire formel des gens qui travaillent avec ces sociétés-là. Oui. C'est à peu près le même scénario alors. C'est ce qu'on vient de faire avec une société en énergie solaire. Une société en énergie solaire a beaucoup d'agents communautaires pour vulgariser les lampes solaires et tout ça et tout ça. On leur a proposé la formalisation par NR Consult. Mmh. Normalement, et d'ailleurs, on a rencontré ce frein-là lorsqu'on a mis en place les cartes fiscales, lorsqu'on a voulu récupérer les cartes fiscales. Il y a certains centres fiscaux qui me disent agents communautaires, normalement, c'est prestataires de services, c'est 150 milliards. Heureusement qu'on avait la convention en disant non, attendez, on paye 16 milliards en acompte IS. Acompte IS, c'est-à-dire avance d'impôt synthétique. Ah, donc c'est pas pour créer la carte fiscale. C'est pas pour créer la carte fiscale. La carte fiscale, elle est gratuite. Mmh. Mais injecter ces gens-là dans le monde formel, tu dois payer ce qu'on appelle un acompte IS. Et cet acompte-là, lorsque tu déclareras l'année prochaine ton chiffre d'affaires, tu déduis de l'acompte que tu devras payer.
Donc, c'est qui paie les 16 000? C'est toi, l'entreprise, ou bien c'est les prestataires? En principe, ce sont les prestataires. Mais comme c'est l'entreprise qui a voulu formaliser ses prestataires, ses agents communautaires, donc l'entreprise a payé. Mais sache qu'après, ces 16 000 arrière-trains seront déduites sur l'impôt à payer. Et toi, en contrepartie, comme c'est toi donc l'acheteur des services de ces prestataires, tu vas pouvoir déclarer tout ça dans tes charges fixes. Voilà. Être dans les normes peut sauver et pérenniser ton entreprise. Mais c'est pas un peu trop dangereux par rapport au fait qu'au final, donc, on va prioriser cette partie, optimiser la fiscalité et créer, par exemple, un département RH où on va déclarer les salariés. C'est une décision stratégique. C'est ça le rôle d'un conseiller fiscal, en fait. Parce que le conseiller fiscal, à ce moment-là, va te permettre de choisir. Et j'ai même fait ça, au début de l'année, en mois de février, je crois. Une entreprise qui m'a dit, Nantsuna, tous mes gars sont actuellement en prestation, comme tu viens de décrire. Parce que la CNAPS et l'hostie, mes gars veulent avoir leur argent. Ils voulaient pas aussi payer les 20% de l'IRSA. C'est pas une offshore, c'est une entreprise normale, locale. C'est autorisé, je veux dire. Non, c'est pas une autorisé. Et c'est là mon rôle à moi, en tant que conseil stratégique. Je lui ai dit, OK, tu veux faire comme ça, tu as fait comme ça, tu veux faire comme ça, c'est bien, c'est ton choix. Mais sache que tel point, tel point, tel point, tel point sont des risques fiscaux pour toi. Et si tu te fais attraper dessus, tu auras un rappel de ton impôt, plus les amendes de 40%. Et si le fisc estime que c'est de la malversation, ces amendes peuvent aller jusqu'à 150%. Et c'est là ton rôle en tant que conseil fiscal. C'est de voir la stratégie, sur quelle stratégie tu peux donner à ton client. Mais fais attention, il y a un risque latent derrière. C'est où le risque, justement? Est-ce que tu sais ce que c'est le principe de subordination? Non. Comment on peut appeler un employé un employé, même s'il n'a pas de contrat de travail? Non, je connais pas. D'accord. En fait, c'est pour ça que je te dis la fiscalité embrasse tout le process de l'entreprise. Parce qu'en fait, l'administration fiscale, et je l'ai déjà vécu, peut transformer un contrat de prestation en contrat de travail. Parce qu'il y a ce principe de subordination, il y a ce principe hiérarchique. C'est-à-dire que à partir du moment où il peut prouver, l'administration fiscale peut prouver que tu donnes de l'ordre à la personne pour exécuter un travail, c'est un travail dissimulé. Donc c'est un contrat de travail. Toutes tes charges peuvent être rejetées. Et en tant que travail dissimulé, c'est une fraude intentionnelle. C'est une malversation et les amendes explosées jusqu'à 150%. Donc c'est toujours mieux de passer par un fiscaliste, quelqu'un qui s'y connaît, pour éviter tous ces risques-là. Oui et non. Si tu as besoin d'aide, tu peux nous appeler. Est-ce que tu peux nous parler d'une situation où vraiment tu nous as parlé tout à l'heure des 2 milliards qui sont passés à zéro. Est-ce que tu peux nous donner un autre exemple de succès où la présence de NR Consult t'a vraiment aidé à changer les choses? Je vais te parler du sens contraire. La présence de NR Consult a empiré les choses. C'est pas par fierté. J'ai une entreprise actuellement, un client actuellement, une entreprise qui a eu un contrôle fiscal auparavant. Et cette entreprise a fait ce qu'elle a fait, on le sait tous, c'est courant à Madagascar. Même le PRRM l'a dit. Et lorsque je suis arrivée, dès que j'ai vu qui a fait le contrôle fiscal, je me suis dit, waouh! Et j'ai essayé de convaincre le dirigeant en lui disant, écoute, laisse-moi défendre ton dossier. Je vais défendre ton dossier. J'ai les arguments techniques, j'ai les arguments juridiques pour défendre ton dossier et je sais que je vais défendre ton dossier. En face, la personne qui était en face de moi, l'inspecteur qui a fait le contrôle fiscal, me connaissait et savait que je ne lâchais pas. Je savais que ça va être technique, ça va être dialogue, ça va être tout ce que tu veux, mais qu'il n'y aura pas de sous à prendre. Demande d'éclaircissement. J'ai répondu juridiquement. Excuse-moi le terme, elle n'a pas tenu compte de tout ce que j'ai dit dans la demande d'éclaircissement.
passe la notification primaire. J'ai répondu juridiquement. Elle n'en a pas tenu compte. Elle a sorti la notification. Ça arrive, hein. Elle a sorti la notification définitive. J'ai passé à la réclamation contentieuse. Elle n'en a pas tenu compte. Elle a fait un rejet de réclamation contentieuse. Parce que c'était un air consul qui était devant. Et d'ailleurs, des oui-dire derrière, j'en ai entendu des pas mal, des vertés, des pas mûrs. Pour te dire que avoir un conseiller fiscal, ça peut être à double tranchant. Ça peut faire braquer les inspecteurs qui seront devant toi. Mais ça peut aussi t'aider. Et c'est pour ça que nous, on prône surtout la prévention que la solution dans les contrôles fiscaux. C'est pour ça que nous, on fait des audits fiscaux que d'accompagner des contrôles fiscaux. On accompagne les entreprises lors des contrôles fiscaux, hein. Et même des fois, lorsqu'on connaît qui est devant nous, on dit aux entreprises, ne dites pas que vous êtes avec un air consulte. En tout cas, merci. Moi, je pense que on en avait besoin. Moi, j'en ai besoin. Ça m'éclaircit un peu sur tout ce qui peut se faire. Il y a du travail à faire. Mais personnellement, là, je suis convaincu qu'il faut aller vers le formel. Vers le formel. Et si jamais, donc, parmi nos auditeurs, nos spectateurs, hein, ils ont besoin de ça, ils savent déjà à qui ils peuvent aussi s'adresser. Moi, j'aimerais quand même comprendre si tu n'avais pas fait ce travail. Si tu n'étais pas fiscaliste aujourd'hui, si tu n'étais pas dans ce monde du chiffre, qu'est-ce que tu aurais fait? Je sais pas. Parce que vraiment, le chiffre, c'est en moi. Cet amour du chiffre, cet amour d'analyse, cet amour de comprendre, c'est une passion. C'est chevillé à corps, on va dire. Et peut-être une cuisinière. J'adore cuisiner. Parce que tu aimes ça. Et pourquoi avoir choisi d'en parler sur Ouch aujourd'hui? Comme je t'avais dit, j'aime partager. Et d'ailleurs, si les gens passent sur mes réseaux sociaux ou voient mon nom dans les groupes de discussion, dans les groupes, pages Facebook et tout ça, ils voient que j'aime partager. Pour conclure, je voudrais m'adresser un petit peu aux jeunes. La fiscalité n'est pas quelque chose de complexe. C'est plutôt la volonté de comprendre et d'être passionné qu'il faut avoir. Mais Madagascar a besoin de conseillers fiscaux. Parce qu'en face, les inspecteurs fiscaux, on en sort tous les ans. Et les entreprises malgaches ont besoin de conseils fiscaux. Allez-y, c'est un secteur encore très, très vaste. Notre précédente invitée a posé une question. Elle s'appelle Tina Stob. Elle est sportive d'ultra-endurance. Donc, elle court 200 000 km, 2200 km. Elle a posé une question au prochain invité, donc qui est toi. Elle a demandé quel est ton rêve et que fais-tu pour le réaliser? Ça peut être paradoxal, mais mon rêve, je l'ai déjà réalisé. C'était d'avoir ma propre boîte à 40 ans. Et je l'ai fait. Maintenant, mon rêve, c'est de voir Madagascar se développer. Et qu'est-ce que je fais pour le réaliser? Justement, c'est d'accompagner les citoyens malagasy dans la compréhension de la fiscalité. Je t'invite maintenant à à poser ta question au prochain invité. Pour vous, développer Madagascar, comment faire? Est-ce que tu aurais une question pour Roach ou pour moi ou pour les membres de l'équipe? Quand est-ce que vous allez sortir de votre zone de confort? Qu'est-ce que tu veux dire par sortir de cette zone de confort? On est tout le temps dans votre studio. Je pense que c'est la signature même de Ouch. Hein. C'est vraiment déjà, ça nous permet de gagner beaucoup de temps lors du montage. Ça nous permet d'éviter des erreurs. Mais on est totalement ouvert. On est ouvert, mais ça fait que on va donc devoir se déplacer, dépenser plus de temps. C'est ça ce que j'appelle zone de confort. Moi, je réfléchis beaucoup en termes de ROI, en termes de résultats par rapport aux efforts que tu fais. Mais non, on est ouvert, mais ça dépend toujours donc des conditions et surtout des personnes à qui on va discuter. Pourquoi je demande ça? Parce que ça aurait été un peu plus parlant, peut-être plus impactant, si ça aurait été dehors, dans le monde où la personne était.
On essaie de garder cette signature la plus régulière possible. Mais on est ouvert aussi à justement sortir de cette zone de confort et c'est ce qu'on pousse on pousse aux gens de faire justement, c'est de penser différemment, de voir les choses différemment d'une autre optique et pas forcément à rester sur cette même fil. En tout cas, je souhaite à Auch de longues diffusions et surtout, je t'encourage à bousculer les quilles, à bousculer à faire changer les choses. Non, pas forcément à faire changer les choses, mais à bousculer les idées reçues, à être pas être dans l'affrontement ni l'opposition, mais à être apporteur d'idées contraires au courant. À remettre les choses en question. Voilà. En tout cas, merci pour ce passage sur Auch. On a compris un peu ce que c'est le métier de fiscaliste et si vous avez donc besoin d'un fiscaliste, on a Natsuina ici qui est une des seules représentantes de la branche féminine. Non, je suis pas la seule. À Madagascar, une des, oui. Une des, j'ai dit. Et je te souhaite le meilleur. Un dernier mot pour nos spectateurs? N'attendez pas d'avoir la maladie avant d'appeler le médecin.